Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce journal des sports. Je le disais tout à l'heure, une édition consacrée au cyclisme puisque dimanche prochain dans l'Aube se déroule la grande classique internationale avec Paris 3. Nous en parlerons en leur compagnie en toute fin d'émission. Mais juste avant, jetons un œil sur ce qui nous attend au sommaire. Lors de la 26e journée de Ligue 2, les Stacks se déplaçaient à Châteauroux, stade Gaston Petit, avec dans l'idée de ramener autre chose qu'un match nul. Handball ensuite avec l'ETAC qui joue actuellement sur la corde raide dans son championnat de National 2. Ce match contre Saint-Égrève était l'occasion de rattraper un concurrent direct au maintien. Et puis enfin, en rugby, il est aussi question de maintien puisque le RC Saint-André jouait aussi sa tête en championnat avec une rencontre face à Gretz. Mais avant d'évoquer tous ces sujets, revenons au football avec la 26e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks se déplaçaient en terre berrichonne à Châteauroux. Une équipe très en difficulté à domicile, donc peut-être une bonne occasion de faire un bon coup et de revenir du même coup dans le haut du classement. Résumé du match. Début de match insolite puisque pour montrer leur mécontentement, les arbitres, lassés d'être la cible de toutes les critiques, avaient décidé de retarder le coup d'envoi d'une demi-heure. C'est donc à 20h30 que le match débuta finalement. Et des deux équipes, c'est l'Estac qui était la plus à l'heure. Bien en place sur le terrain, les hommes de Jean-Marc Furlan se créent la seule occasion de cette première mi-temps par Bétiol à la 9e minute. Seul, car malgré une position de balle supérieure aux Berrichons, jamais les Aubois ne se montreront dangereux. La faute à une dernière passe défectueuse. Châteauroux, sur sa pelouse, ne propose rien du tout. Normal alors qu'à la pause, les deux équipes soient dos à dos. Les Troyens débutent la seconde période comme ils avaient entamé la première. Par une occasion, elle est signée Pso. Malheureusement, l'attaquant écrase trop sa frappe. Feu de paille puisque le reste de la rencontre verra deux équipes incapables de faire la différence. La Berrichonne prenant un peu plus le jeu à son compte en deuxième mi-temps. Et hormis quelques escarmouches des locaux, mais aussi de Camara en fin de match, on se dirigeait alors vers un 0-0 somme toute assez logique entre deux équipes frileuses. Mais voilà, pendant les arrêts de jeu sur un centre anodin d'Imoro, la Fourcade surgit devant Carlier et crucifie les Stacks. C'est vrai qu'être cueilli dans les arrêts de jeu, ça fait jamais plaisir. Voilà quoi, donc c'est vrai que par rapport à la physionomie du match, jamais on pensait perdre ce match, même loin de là, très loin de là. On aurait dû revenir avec un point, je pense. Le nul aurait été logique, je pense qu'il aurait été logique pour les deux équipes. Maintenant on a pris un but dans les arrêts de jeu qui nous a fait mal. Maintenant il va falloir relever la tête pour la semaine prochaine face à Dijon à domicile. L'Estac a manqué une belle opportunité d'enchaîner deux victoires de suite. Elle a manqué aussi l'occasion de faire sa réapparition dans le haut du classement. Alors on fait le point avec les résultats du championnat de France de Ligue 2. Les autres résultats, notamment celui du stade de Reims, avec une défaite annoncée pour le stade de Reims. Malheureusement, Dijon qui fait match nul, qui bat Le Mans, 3-2. Angers qui fait match nul avec Le Havre 0-0. Ajaccio qui est accroché sur sa pelouse 1-1 par Laval. Au classement, c'est toujours Le Mans qui est en tête à égalité avec Ajaccio. Le Havre est 2 points derrière. Les Stacks est en 10e position. 36 points, 4 points seulement du premier pour accéder à la Ligue 1. En CFA2, les Stacks a accroché Schiltigheim sur son terrain 0-0. Strasbourg, le leader, est allé gagner à Sarre-Union 1-0 et Selonge a disposé de Dijon 2-0. Au classement, le RC Strasbourg est toujours en tête, 3 points d'avance sur Dijon. Les Stacks B a largement reculé au classement, 10 points de retard déjà sur le leader, le RC Strasbourg. Une équipe qui est maintenant concernée par le maintien national 2, l'ETAC, qui depuis plusieurs semaines se bat pour ne pas sombrer au classement. Samedi, les joueurs de Carole Martin et Christophe Guéry avaient l'occasion de reprendre le contact avec un concurrent direct au maintien, Saint-Égrève, le visiteur d'un soir. Toujours autant de blessés du côté de l'ETAC, 5 absences, dont 4 sur la base arrière. Dès lors, difficile de rivaliser avec ceux de Saint-Égrève, athlétiquement supérieurs. Durant cette première mi-temps, les Troyens subissent les assauts isérois, notamment en contre-attaque où les Aubois sont régulièrement transpercés. Ces contre-attaques sont d'ailleurs à l'origine de l'écart énorme entre les deux équipes, un écart qui augmente au fil des minutes. Il est de 9 buts à 8 minutes de la fin de la première mi-temps. L'ETAC tente alors tout pour rester dans le match.
Changement de défense, de joueurs, mais rien ne marche. À la pause, le retard est devenu un gouffre, 14 buts, 23 à 9. Moins 14 en première mi-temps, ça paraît compliqué après de se relever. Moins 14, il y a des miracles dans la vie, mais ils n'arrivent pas tous les week-ends. Bien qu'il y ait une amorce de réaction en début de deuxième mi-temps, le résultat sera le même. L'Étac est inexistante en attaque placée et en contre-attaque, Saint-Égrève continue de se régaler. Les chiffres défilent, bientôt 18 buts d'écart. Les Troyens boivent le calice jusqu'à la lie. Ils sont humiliés, balayés, ventilés. 49 à 31. L'Étac s'incline une fois de plus à domicile. On a beau tenter des choses en deuxième mi-temps, même si on marque des buts, on en prend quand même. Donc l'écart il est là, on essaye de se battre, mais voilà. Après on a récupéré des blessés, mais bon, ils sont entraînés peut-être une semaine, ça suffit pas quoi. J'ai rarement pris des tôles comme ça, parce que je crois qu'on peut pas dire d'autres mots, c'est vraiment une grosse tôle. Pour moi, à mon avis, directement la chaud en fin de match, tout simplement, ça prouve qu'on n'a pas le niveau de ce niveau, tout simplement. On n'a pas une équipe comme ça, avoir le niveau pour se maintenir en National 2. C'est pas contre le club, c'est contre personne, c'est pas contre les joueurs, c'est juste une constatation. En prenant 15 buts contre une équipe qui se bagarre pour le maintien comme nous, prendre 15 buts contre eux, ça veut dire qu'on en prend 30 contre les premiers. Donc effectivement, ça veut dire qu'on n'a pas le niveau. Avec cette défaite face à un des principaux concurrents pour le maintien, l'Étac a sans doute abandonné tout espoir de rester en National 2, mais aussi toute dignité. Allez, on fait le point justement en regardant les autres résultats, ceux qui pourraient nuire donc à cette équipe de National 2 de l'Étac, avec notamment les résultats de Vénissieux qui vont faire match nul face à Metz, donc 29-29. Dans le même temps, le leader n'a pas eu de problème pour battre Célestat, 21-19, ce qui donne au classement Cernay en tête, un point d'avance sur Mers. Pour la lutte pour le maintien, en revanche, l'Étac est donc à un point derrière Vénissieux et 2 derrière Laval. Ce sera très très dur pour cette fin de saison. Romilly a battu Morsan-Fleury 33-25. Dans le même temps, Tremblay a battu Sedan, le voisin ardennais, 24-20. Et Livry-Gargan a disposé sans problème du Kremlin-Bicêtre, 25-20 au classement. Romilly remonte quelque peu au classement, mais les Romillons sont toujours dans la zone de relégation à 2 points du premier non relégable, Sedan. Dimanche, au complexe Bianchi, le basket club de Saint-André-les-Vergers organisait le traditionnel tournoi de la Mi-Caline, une compétition parrainée par l'international français Nicolas Batum, jouant en NBA, et qui permet ce tournoi de qualifier 2 équipes minimes, filles et garçons, pour la finale nationale se déroulant à Saint-Jean-de-Mont les 11 et 12 juin prochains. Pour les garçons, c'est l'Aube Union Espoir qui l'a emporté aux dépens d'Orléans, alors que c'est chez les filles, c'est Moneto, une équipe de Bourgogne, qui s'est qualifiée. Les résultats de basket avec de très bons résultats en attendant, pas pour Sainte-Savine malheureusement, qui s'est incliné à Grafenstaden 53-47. Sannois Saint-Gratien a écarté Ronchin 69-63 et Aulnois a pulvérisé Aubervilliers 91-41. Au classement, Sainte-Savine a reculé au 5e rang et la montée est fortement compromise pour les filles de Ludovic Le Tenay. En revanche, du côté de Ria, pas de souci pour Saint-André qui a toutefois eu du mal à battre Curgy 74-63. Les 2 autres poursuivants, La Charité et Saint-Dizier, se sont eux imposés sans problème. Saint-André est toujours en tête à égalité avec l'US Charité. Saint-André qui est toujours donc en course pour la montée en National 2 l'an prochain. En rugby, la saison du RCSA n'est pas loin de devenir un chemin de croix. En effet, à l'origine, les Dria visaient le haut de tableau dans leur poule de première série. Ils se retrouvent aujourd'hui à jouer le maintien lors des playdowns qui leur donnaient l'occasion dimanche d'affronter Gretz, une équipe de la région parisienne. Festival de coups de pied dans cette première mi-temps avec Joseph Paillard, le demi de mêlée Dria, qui enchaîne les pénalités pour Saint-André. Il réussit un 4/5 qui sanctionne l'indiscipline francilienne et qui permet aux Aubois de prendre le large au score. C'était prévu, il fallait absolument, sachant qu'on jouait avec le vent, qu'on prenne les points qu'on devait prendre, et les points au pied étaient faciles à prendre. Donc on ne s'est pas énervé, on n'a pas cherché à tout prix à marquer un essai qu'on n'aurait peut-être pas mis. On a pris les points qu'il fallait. 12-3 à la mi-temps, le RCSA semble à l'abri, mais c'est une façade car contre le vent, les Aubois vont subir. De plus,
Quand ils ont la balle, les joueurs de Gilles Tosque font beaucoup d'en avant ou de mauvaises transmissions. Du coup, les joueurs se crispent un peu. Gretz en profite pour revenir à 6 points grâce à une pénalité de leur demi d'ouverture. Énervés par plusieurs décisions arbitrales incohérentes, les 30 acteurs finissent par en découdre en échangeant quelques pignes. Cela n'arrange rien au climat ambiant. Le capitaine du 15, Dria, va perdre ses nerfs et pénaliser son équipe en étant exclu 10 minutes. Ce dont profite quelques secondes plus tard Gretz en inscrivant un essai. Je m'en veux terriblement. Prendre un carton à un quart d'heure de la fin comme ça, c'est pas normal pour un capitaine. Mais c'est le trop d'envie qui déborde, quoi. 12-11 et avec la transformation 12-13, Gretz passe devant. La catastrophe pour les Dria. Les joueurs du RCSA lancent alors toute leur force dans la bataille et finissent par obtenir une pénalité. C'est la dernière action du match. Joseph Paillard sait très bien qu'il a la gagne au bout du pied. J'ai pensé à ne pas la louper, parce que c'était certainement la dernière, donc ne pas la louper. Je me suis concentré sur ce que j'ai répété à l'entraînement. Et puis, de toute façon, contre le vent, à cette distance-là, j'étais au maximum. Mais je me doutais bien que si ça soufflait un petit peu trop fort, elle ne passerait pas. Donc je l'ai tapé du mieux que j'ai pu. Et puis après, j'ai attendu qu'elle passe. Elle est passée, tant mieux. Et... Victoire donc sur le fil, 15-13 pour les Dria qui, grâce à cette victoire, ont fait un grand pas vers le maintien. Samedi et dimanche, le BRST organisait la première manche du Challenge Nord-Est sur sa piste du complexe Henri Terré. Une compétition ouverte à 9 catégories différentes pour les riders venus du Grand Quart Nord-Est et afin d'en découdre avec la crème du BMX. Beaucoup de promesses pour l'avenir du côté du BRST, tels que Lilian Gérard et Julien Pierre. On leur donne en tout cas rendez-vous pour la prochaine compétition organisée par le BST très prochainement. Quelques brèves avant de passer aux cousins du vélo. Pour vous dire que Romain Lejeune du club Champagne-Charlotte a terminé 2e du circuit des 4 cantons. Et Vincent Ancinas a terminé 3e des championnats de France élite de force athlétique. À 47 ans, le Troyen a donc fini 3e de la catégorie des moins de 110 kg en soulevant un total de 842 kg et en battant son record de France du développé couché à 260 kg. Bravo Vincent Ancinas qui a été donc le plus vieux sur ce podium, lui qui a signé sa première licence en 1979. C'est un modèle. Toujours en vélo donc, je le disais, mais avec un autre genre de cadre. Passons au cyclisme avec dimanche, au départ de Provins, la classique internationale Paris 3. Avec nous pour en parler, tous les acteurs de cette grande manifestation attendue donc le dimanche prochain. Ludovic Orny, vous êtes le directeur général de cette course, Paris 3. Est-ce que le stress monte petit à petit ? J'ai l'impression, hein. Oui, depuis quelques minutes, oui, je suis d'accord avec vous. Non, c'est la dernière semaine, donc on a hâte d'être à cette course. Ça fait un an qu'on la prépare, donc on a tous hâte d'être à dimanche matin. Ouais, on y pense déjà, les petits rectificatifs, une route pas balayée, des signaleurs encore à recruter. Il y a toujours des petites choses à régler, on a encore vu cet après-midi avec Thierry. Il y a toujours une petite chose qui va arriver, j'attends même vendredi, samedi, même dimanche matin. Oui. Alors aujourd'hui, on va présenter les gens qui font Paris 3 parce que il faut tout un tas de responsables pour chapeauter cette épreuve. Avec nous, nous avons le responsable des signaleurs, Jean-Michel Alachko. Ça n'a l'air de rien, un signaleur, mais c'est très important. Et puis en plus, il en faut beaucoup sur une route. En quoi consiste le travail d'un signaleur, justement ? Je dirais qu'un signaleur, c'est lui qui, si jamais, pour empêcher les gens de passer, c'est lui qui est un peu responsable. Hein, c'est un civil sur la route. Et c'est à lui de faire un peu la police pour éviter les petits désagréments ne serait-ce qu'un chien au dernier moment. Est-ce que vous avez en tête le nombre d'intersections ou de villages que vous devez absolument... Moi, je gère surtout avec les signaleurs toute la partie agglomération. Oui. Donc après, le nombre de carrefours dans toute la course complète, je ne suis pas du tout... Vous avez une bonne collaboration avec les communes, généralement ? Moi non, puisque c'est carrément plutôt police municipale nationale qui géreront l'agglomération. Après, tout ce qui est hors agglomération, c'est plutôt les pompiers ou du bénévolat, surtout sur place. Il faut extrêmement beaucoup de monde parce que on n'est pas à l'abri de n'importe quel... oui, puis du matin jusqu'au soir, il faut... faut être vigilant toute la course. De 9h à 16h en tout cas. Ouais, voilà.
Avec nous, Thierry Paré aussi, le responsable de l'organisation sur la ligne d'arrivée. Ça consiste en quoi, au juste votre responsabilité, Mon Thierry? travail, c'est de gérer tout ce qui se passe sur les 500 derniers mètres de l'arrivée. Ça a l'air de rien, mais 500 mètres, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est tout ce qui est déviation des véhicules pour que l'arrivée se passe bien. C'est les poses de panneaux, poses de publicité, c'est coordonner les activités qu'il y a sur la ligne d'arrivée, les écoles de cyclisme, les petites courses. Parce que Paris 3, c'est pas que la grande course, c'est aussi montrer aux gens qu'il y a des jeunes qui aiment le vélo. On aura aussi les pom-pom girls, donc on essaye de gérer de façon à ce que tout se passe bien. La caravane qui va arriver, donc on ne sait jamais trop à quel moment elle arrive, donc tout ça c'est mon travail. Tous ces gens qui veulent traverser ou qui veulent récupérer un cadeau. Donc là je suis aidé avec une équipe et puis la police municipale et la police nationale. Encore une fois, très importante. Très important. Ce genre de manifestation. Avec nous aussi Jérôme Grandjean, organisateur du village partenaire, mais aussi la vision d'un motard. Le village partenaire, ça consiste en quoi aussi? En fait, c'est pareil, donc proposer une animation supplémentaire pour le jour de la course. Donc, parce qu'évidemment, on dit que l'arrivée, je crois, est aux alentours de 16h. 16h, oui. 16h. Donc jusqu'à 16h, il faut faire patienter les gens qui ont s'amoncelé autour de cette ligne d'arrivée. Tout à fait. Donc il n'y aura pas que du vélo. Donc il y a les écoles de cyclisme, donc avec les tout petits, donc ils font leurs petites courses. Donc certaines personnes attendent l'arrivée des pros. Et là, donc nous, on propose donc un village partenaire, donc avec plusieurs corps d'État, des métiers différents. Donc ils viennent montrer leur savoir-faire sur la place. Donc on essaie de mettre ça en place avec Ludo. Depuis 2 ans, de proposer ça. Donc on a pas mal de partenaires qui sont identiques à l'année dernière, plus des nouveaux qui viennent se greffer. Ils sont intéressés par le vélo ou c'est l'événement, c'est la foule? Ils sont pas contre le vélo, puisque c'est déjà gentil à eux de venir un dimanche après-midi. Souvent il fait pas très chaud, il pleut. Enfin bon, j'espère qu'il fera beau cette année. Et donc ils apprécient quand même le vélo quand même. C'est pas... Donc voilà, mais bon, on a tous les corps d'État, on a mis aussi un accent sur le développement durable. On a des gens qui sont dedans, de la maison en bois, du nettoyage de véhicules propres, des bilans thermiques, enfin tout un tas de choses comme ça. Ça peut intéresser du monde, quoi. Pour cette course, Jérôme, il y a besoin de motos, beaucoup de motos pour encadrer une course. Moi, je fais partie d'un groupe donc encadré par Jean-Marie Joseph, qui lui gère tous les motards. Donc on est 36 motos en tout. Donc 4 motos je crois pour la caravane, plus la gendarmerie. Et donc nous qui faisons, donc Jean-Michel lui, donc il est statique. Nous en moto on fait tous les carrefours, tous les chemins, tout ce qui débouche sur la course. Devant la course. Vous anticipez Voilà, entre les premiers et la voiture balai. Donc on sécurise tout le monde, donc tout le monde passe, on attend que tout le monde passe, une fois que tout le monde est passé, on remonte. Et voilà, vous remontez toute la course, le peloton, et vous repartez pour un nouveau carrefour à boucher. Donc c'est pour ça, plus il fait beau, mieux c'est, parce que doubler le peloton quand il pleut... C'est la seule fois presque où vous avez l'occasion de doubler des motards de gendarmerie à haute vitesse sans qu'ils vous arrêtent. Oui, j'ai vu le capitaine cet après-midi, on a parlé un petit peu, donc on respecte la limitation dans les villages, et en route un peu plus dégagée... On peut se faire plaisir. On est obligé de rattraper le peloton quand même. Puis évidemment, il y aura les motos presse qui sont très importantes. Bien placées pour en parler. Donc il faut passer entre tout le monde et faire attention. C'est assez dangereux comme un système de sécurité. Vous êtes bien entouré ce soir. Oui. Particulièrement bien entouré. Cécile Brandao, Miss Champagne-Ardenne 2009, et Kelly Ranson, Miss Champagne-Ardenne 2010. Pourquoi les Miss, vous me direz, puisque généralement elles sont bien présentes sur le podium du Paris 3 après l'étape et même pendant l'étape. Au départ de Paris 3, toutes les équipes sont présentées. Et donc Cécile, qui l'a fait l'année dernière, et Kelly seront là pour présenter l'ensemble des équipes avec notre speaker qui est Régis Chevalier. Durant la course, Cécile et Kelly seront avec moi car on s'arrête à différents endroits pour remercier certains partenaires, ou du moins à aujourd'hui encore des enfants qui veulent bien participer à Paris 3. Donc on met des chocolats, on fait des photos durant la course. C'est-à-dire qu'on est essentiellement là pour faire parler de Paris 3. Ça a l'air bien votre métier quand même. Tout à fait. Et puis bien sûr, il y en a qui seront sur des motos quand on n'a pas le temps de faire tout ça, je vous le dis tout de suite. Et puis bien sûr à l'arrivée, on va remettre les bouquets. Les bouquets et les coupes seront remises par Cécile et Kelly.
Alors Cécile, je crois savoir que déjà l'an dernier, vous avez assisté à la course. C'était une découverte, le cyclisme, ou une épreuve comme celle-là ? Alors c'était une totale découverte parce que j'avais jamais fait de course cycliste. C'était un des premiers événements que j'ai eu l'occasion de faire en tant que Miss Champagne-Ardenne suite à l'élection de Miss France. Donc j'ai eu, Ludovic a eu la gentillesse de m'inviter sur cette course. C'était donc effectivement ma première course. J'ai été très contente. J'ai rencontré beaucoup de monde avec qui j'ai encore beaucoup de contacts aujourd'hui, notamment Ludo, toujours aujourd'hui, toujours présente donc pour. Il vous a encore invité pour cette année. Rebelote. Je retourne dans la voiture. Dans sa voiture par hasard. Voilà. Et puis ensuite, en fait, c'est vrai que ça a été un premier pas. Ça a été un premier pas parce que au mois de juillet, j'ai ensuite fait le Tour de France, donc à un autre niveau. Donc en fait, ça m'a permis de connaître, d'avoir... et puis c'est Ludovic m'a beaucoup expliqué, m'a un peu expliqué comment ça se passait, les courses cyclistes, etc. Mais il est vraiment très gentil. Oui, j'ai cru comprendre, oui. Alors Kelly, vous avez une demi-incursion dans le cyclisme, puisque très récemment, je crois savoir que vous avez fait la présentation du club Champagne-Charlotte en endossant le fameux maillot dont tout le monde parle, avec ce mannequin suédois et donc la lingerie Charlotte. Pourquoi justement avoir servi de mannequin ? On m'a proposé et c'est vrai que j'ai tout de suite accepté puisque mon règne en principe c'est on va dire représenter ma région, donc là j'en ai profité et surtout pour le sport, donc j'ai endossé le maillot justement. Le maillot avec Puissard. Tout à fait. Il y avait un lien avec le cyclisme ? Vous en aviez fait, vos parents ? Non, pas particulièrement. J'aime bien le vélo mais sans plus, je suis pas non plus... Mais quand Ludovic vous a proposé de monter dans sa voiture pour cette édition 2011, vous n'avez pas hésité ? Non, pas du tout. Puis Cécile, vous avez dit forcément du bien de... Oui, Cécile m'en avait beaucoup parlé. Et puis j'ai eu aussi Madame Lefebvre qui m'en a beaucoup parlé, donc que en bien d'ailleurs. Donc on va tenter l'aventure cette année. D'accord. Tentons. Geoffrey Corniot, vous faites partie de l'organisation, vous êtes responsable de la communication. Pour ce Paris 3 2011, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une course débridée de par le temps ou de par la présence des équipes professionnelles telles que la Française des Jeux ? Pour le moment, on ne peut pas trop s'avancer. C'est plutôt déjà par rapport aux conditions météorologiques. Actuellement, le week-end passé, le vent était du nord. Donc si à Paris 3, le vent est du nord, on l'a de dos. C'est-à-dire que ça fait comme l'édition... il y a 1 an ou 2 ans, où c'était le peloton groupé jusque dans les difficultés du pays d'hôte. Si le vent est d'ouest ou est d'est, tout peut changer à Nogent au bout de 40 km, et là la course est complètement débridée. C'était le cas par le passé, notamment c'est vrai quand il pleuvait, mais même sans pluie, c'était quand les Russes mettaient en route, c'était un peu sauf qu'il peut dans le peloton, donc tout peut changer en fonction de la météo. Là, il fera pas moche. Le vent, il risque de pas trop bouger, donc. Toujours se méfier des bordures à Nogent, quoi, en fait. Exactement. On n'est jamais à l'abri d'un coup de vent qui puisse changer de côté, et là, ça peut faire des dégâts monstrueux, quoi. Et là, c'est le moment où je demande à Ludovic son pronostic pour cette course, puisque l'an dernier, je crois me souvenir que vous aviez donné sur ce plateau le résultat de la course. Vous aviez donné le vainqueur en direct. Oui. Oui, j'avais donné les dernières. Est-ce qu'on a une image ? Est-ce qu'on a une preuve, Flavien, à la réalisation ? On a ? Ah ben allez-y, Flavien, envoyez donc ce document accablant pour Ludovic. Ludovic, je crois savoir que vous avez un favori pour cette course. Vous le répétez partout. Donc dites-le nous. Qui va gagner Paris 3 ? Non, c'est vrai que depuis le début de saison, il y a une équipe qui, pour moi, a fait un très bon recrutement et qui vraiment, je ne dis pas domine, mais se remarque dans toutes les courses où elle est au départ. C'est l'équipe de Roubaix Métropole, oui, avec Cédric Pinault. Et donc, je fais un de mes favoris pour Paris 3. Alors pourquoi ? Parce que c'est un ancien de l'UVO, Cédric Pinault, c'est suffisant, c'est pour dire, voilà, il est motivé parce qu'il va passer dans son département d'adoption ? Non, motivé parce que surtout, il a à cœur de faire une très bonne saison, et on le voit depuis le début de saison où j'ai eu l'occasion de l'avoir en ligne cet hiver. Il faisait des sorties de 6 heures quand nous, on restait au chaud chez nous. D'accord. C'est carrément son agent. Mais en fait, vous avez eu bon, donc cette année, donnez-moi le vainqueur. Allez, tout de suite, là. Je veux un vainqueur. Je connais pas. Il y a beaucoup d'équipes professionnelles. Je pense que l'un des coureurs des équipes pro vont encore dominer leur sujet. Il y a 11 équipes professionnelles sur Paris 3 sur 23 engagés. Vous avez dit Mathieu Drujon, c'est ça ?
J'ai jamais dit ça. Mais c'est peut-être vous qui souhaitez que Saint-Mathieu gagne, et je l'espère aussi. Hein. D'accord. Allez, on se dit Mathieu Drugeon, tout le monde est d'accord. Même son frère Benoît dans les tribunes. Allez, on dit oui. Allez, hop. Si c'est pas Mathieu, ça sera Benoît. Voilà, allez, rendez-vous est pris. Merci à tous d'être venus sur ce plateau pour donc cette classique qui a lieu la semaine prochaine. Départ de Provins et arrivée 16h, avenue de la République, donc à Troyes. Merci donc, et à la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. À très bientôt. Au revoir.